Comment un simple plat national britannique peut-il cacher 70 ans d'absurdité diplomatique? Regardons de plus près un paradoxe géopolitique trop longtemps ignoré. La Russie a, pendant près de 70 ans, permis aux chalutiers britanniques de pêcher gratuitement dans les eaux glacées du Barents, au cœur de sa propre zone économique exclusive. Alors que les relations entre Londres et Moscou ne cessaient de se dégrader et que les sanctions occidentales s'accumulaient contre la Russie, un vieux privilège continuait sans bruit. Les bateaux britanniques ramenaient chaque année des centaines de milliers de tonnes de poissons, sans payer le moindre rouble, alimentant ainsi non seulement l'économie, mais aussi l'identité culinaire du Royaume-Uni. Ce paradoxe est d'autant plus humiliant que la Russie, tout en étant visée par des mesures restrictives et une hostilité diplomatique croissante, contribuait malgré elle à la stabilité sociale et à la prospérité d'un pays qui persiste à la présenter comme une menace. Que penser d'un scénario où l'on sanctionne un adversaire tout en profitant de ses ressources vitales, parfois au détriment même de sa propre réputation internationale? Ignorer de tels enjeux, c'est accepter non seulement l'affaiblissement économique et symbolique de la Russie, mais aussi la perte de maîtrise sur ses propres richesses naturelles. Comment en est-on arrivé là et pourquoi une telle situation a-t-elle pu perdurer aussi longtemps? Pour comprendre les racines de cette incongruité, il faut revenir à l'époque où tout a commencé, il y a près de 70 ans, au cœur de la guerre froide. Tout commence en 1956, à l'ère des gestes de bonne volonté soviétique. Au cœur de la guerre froide, alors que le monde se divise entre deux blocs, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev propose un geste audacieux. Il signe un accord autorisant les chalutiers britanniques, mais aussi irlandais, à pêcher gratuitement dans les eaux riches du Barents. Ce qui ne devait être qu'un compromis temporaire, une simple démonstration de diplomatie, allait pourtant s'inscrire dans la durée. Avec la disparition de l'Union soviétique, on aurait pu croire que cet héritage s'estomperait. Or, la Fédération de Russie, se déclarant héritière de l'URSS, reprend sans broncher les engagements passés. Rien n'est remis en question, même lorsque le contexte géopolitique change radicalement. La naïveté stratégique s'installe. Pendant des décennies, Moscou tolère que des flottes étrangères prélèvent d'immenses quantités de ressources marines dans sa propre zone économique exclusive. Ni les bouleversements des années 90, ni la prospérité pétrolière des années 2000 n'incitent à revoir ce privilège anachronique accordé à Londres. Se laisser aller a coûté à la Russie des richesses colossales, affaiblissant sa position vis-à-vis de ses compétiteurs et adversaires occidentaux. Laisser partir gratuitement une part essentielle de ses ressources, c'est accepter un rôle de figurant dans sa propre histoire. Mais la situation devient franchement absurde à partir de 2014, lorsque le climat international se tend brusquement et que le coût de la passivité atteint un nouveau sommet. Car c'est en pleine confrontation avec l'Occident que ce vieux compromis va révéler toute son absurdité, mettant à nu l'ampleur du paradoxe russe. Pendant que Londres frappe fort, Moscou continue d'offrir le poisson. Dès l'année 2014, l'Occident, réuni derrière le Royaume-Uni, lance une première vague de sanctions contre la Russie. Les mesures s'intensifient après février 2022. Embargo, exclusion financière, attaques sur tous les fronts économiques. La riposte britannique est méthodique. Des droits de douane parfois supérieurs à 35%, frappent métaux, bois, produits chimiques, fertilisants, tout sauf la précieuse morue russe. Pourquoi cette exception ? Pour comprendre, il suffit de regarder les assiettes britanniques. Le fish and chips, symbole de la culture nationale, repose sur un ingrédient clé, la morue, dont près de 40% provient de Russie. Presque la moitié de ce poisson est pêché directement dans les eaux du Barents, en vertu d'un accord vieux de plus d'un demi-siècle. Année après année, même au plus fort des sanctions, les chalutiers anglais continuent d'approvisionner le marché national grâce à la générosité russe. Pour Londres, cette dépendance est vitale. Cela assure des milliers d'emplois et stabilise le prix du plat préféré des Britanniques. Le paradoxe est total. Alors que la presse anglaise dénonce la Russie à longueur de journée, le quotidien britannique reste, sans le dire, suspendu à la main qui nourrit ses pêcheurs. Côté russe, l'attitude semble d'abord incompréhensible. Malgré les sanctions répétées, malgré les attaques sur la réputation du pays, Moscou maintient l'accord, fidèle à cet héritage soviétique. Beaucoup y voient un gage de bonne volonté, ou une forme de patience stratégique. Mais chaque année d'inaction aggrave la vulnérabilité économique de la Russie et alimente l'image d'impuissance sur la scène internationale. Ce statu quo, mélange d'aberrations tactiques et d'héritage historique, aurait pu durer encore longtemps. Mais début 2024, tout bascule.
À partir de là, la patience russe touche à sa limite, et une décision radicale va changer la donne entre Moscou et Londres. Quand la patience russe cède, l'économie britannique vacille. Le couperet est tombé sans appel. La Douma vote, à l'unanimité, la dénonciation de l'accord de 1956. Cette rare unité politique, toutes tendances confondues, révèle à quel point la question dépasse la simple gestion des ressources halieutiques. C'est un geste symbolique immense. La Russie reprend pleinement le contrôle de ses mers, marquant la fin d'un vieux legs soviétique et la volonté de ne plus laisser filer ses richesses au profit de l'Occident. Dans les ports britanniques, la nouvelle provoque une onde de choc. Les grossistes paniquent, les syndicats de pêcheurs tirent à la sonnette d'alarme et les médias annoncent déjà la possible disparition du plat national, le fish and chips. Car avec la fermeture brutale des accès aux flottes étrangères dans la mer de Barents, c'est près de la moitié de la ressource en cabillaud qui s'évapore du jour au lendemain pour le Royaume-Uni. Toute la filière agroalimentaire tremble sur ses bases, menaçant jusqu'à la stabilité sociale de régions entières. En Russie, la décision est vécue comme un acte de cohérence attendu de longue date. Elle répond à des années d'humiliation économique et de sanctions à sens unique. Fermer la porte aux flottes étrangères, c'est non seulement défendre ses ressources, mais aussi renforcer la sécurité maritime nationale, un signal clair envoyé à tous ceux qui doutaient de la fermeté russe. Les gardes-côtes surveillent désormais des frontières maritimes durcies, symbole d'une souveraineté retrouvée. Pour Londres, il ne s'agit plus seulement d'un revers commercial. Le risque d'une crise alimentaire et sociale est bien réel. Flambée des prix du poisson, chômage dans le secteur et colère d'une population attachée à ses traditions. Pour Moscou, c'est un test grandeur nature de sa capacité à imposer ses intérêts tout en affrontant la réaction de l'Occident. Les deux pays se retrouvent face à leurs contradictions, chacun devant faire un choix entre orgueil national et réalisme économique. Mais ce bras de fer autour du poisson n'est que le début. La Russie, désormais, remet en question l'ensemble des concessions d'hier. Jusqu'où ira cette nouvelle politique de souveraineté? Le réveil russe, la fin des cadeaux, le début du pragmatisme. La décision de rompre l'accord vieux de près de 70 ans ne marque pas seulement la fin d'une anomalie, mais le début d'un basculement profond. La Russie envoie un message clair, toutes les concessions héritées d'une ère révolue vont être réexaminées, sans exception. Ce n'est pas qu'une question de pêche ou de quotas. Aujourd'hui, la rupture avec l'accord du Barents ouvre la voie à la révision d'autres traités historiques jugés inégaux, dans l'énergie, la coopération scientifique, le transit des matières premières ou encore l'accès à certains marchés. Ce qui était accepté par inertie ou par idéalisme soviétique devient un véritable levier de négociation. La ressource nationale se transforme en arme géopolitique assumée, capable de modifier les équilibres régionaux et mondiaux. Ce tournant ne doit pas rester un simple coup d'éclat isolé. Il s'agit désormais d'adopter une politique systématique de défense des intérêts nationaux, surveiller, réviser, renégocier, partout où l'héritage du passé nuit à la souveraineté et à la sécurité du pays. L'heure n'est plus aux gestes symboliques, mais à une doctrine pragmatique, ferme et cohérente. L'exemple du Barents devient un signal d'alerte pour les partenaires étrangers. Il rappelle que la Russie ne tolérera plus l'exploitation gratuite ou déséquilibrée de ses richesses. Ce geste résonne à l'international. Désormais, chaque accord sera passé au crible des intérêts stratégiques russes. Mais attention, ne pas capitaliser sur ce moment charnière ferait courir le risque de retomber dans l'ancien schéma de dépendance et de faiblesse. L'histoire montre qu'une fenêtre de réaffirmation ne reste jamais longtemps ouverte. C'est maintenant qu'il faut agir, repenser, réécrire la place du pays. Reste à voir si la Russie appliquera réellement cette nouvelle doctrine à grande échelle, dans l'énergie, la science ou la finance. Chaque secteur est désormais un terrain potentiel de rééquilibrage. La Russie doit-elle aller plus loin et remettre en question l'ensemble de ses accords hérités du passé? Voilà la véritable interrogation que soulève la dénonciation tardive de l'accord de 1956 avec le Royaume-Uni. En fermant la porte aux chalutiers britanniques, Moscou pose un acte fort de souveraineté, mais aussi de rupture historique avec une tradition de concessions souvent déséquilibrée. Ce geste marque-t-il le début d'une nouvelle doctrine, où chaque avantage accordé autrefois serait désormais reconsidéré à l'aune des intérêts nationaux? Ou bien s'agit-il d'une réponse isolée, dictée uniquement par le contexte actuel de confrontation avec l'Occident? Notre perception de cet événement n'est pas neutre. L'opinion publique russe et mondiale peut peser dans la balance, soit en soutenant cette politique de reprise en main, soit en freinant sa radicalisation. Plus la société adhère à l'idée de rompre avec les compromis du passé,
plus Moscou sera légitimé à revisiter les autres traités hérités de l'époque soviétique. Mais il y a aussi un risque. À vouloir tout renégocier, la Russie pourrait provoquer des réactions en chaîne, alimentant l'instabilité et la méfiance sur la scène internationale. Faut-il privilégier la fermeté au nom de l'indépendance ou la continuité pragmatique au nom de la stabilité? Ce débat est loin d'être purement théorique. Il touche à la maîtrise des ressources, à la sécurité alimentaire, à l'économie et au prestige du pays. Et surtout, il interpelle chacun d'entre nous. Quelle place la Russie doit-elle occuper dans le monde d'aujourd'hui? À vous de juger. La stratégie du Kremlin mérite-t-elle d'être étendue à tous les domaines, ou faudrait-il faire preuve de discernement et éviter de rompre tous les ponts?